On va commencer peut-être en parlant de la société de la longévité. Pourquoi on pourrait parler du vieillissement? On pourrait parler de la seniorisation de la société, on pourrait parler de la transition démographique. Tout ça sont des noms qui sont intéressants et qui disent un peu la même chose. Si on parle de société de la longévité, ça permet de dire deux choses à la fois, trois même. La première, c'est ça concerne tout le monde. Un bébé de 2 jours, d'abord, est déjà une personne âgée, il est 2 fois plus vieux qu'un bébé de 1 jour. Et le bébé de 2 jours, il est concerné d'une manière ou d'une autre, sans le savoir évidemment, et heureusement pour lui au moment de sa naissance, par cette question de longévité. D'abord parce qu'il y a des chances qu'il ait des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, peut-être même des arrière-arrière-grands-parents. 5 générations possibles, en tout cas 4. Jamais avant, ce bébé de 2 jours serait dans cette situation-là. Si ce bébé était né en 1900, son espérance de vie aurait été de 46 ans. Aujourd'hui, s'il naît en 2022, son espérance de vie est autour de 83 ans. Quasiment le double. Et puis demain, il y a des chances que son espérance de vie soit 90, 95, 100 ans. Donc il est vraiment concerné doublement. Concerné parce qu'il va vivre plus longtemps, concerné parce qu'il a déjà des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et puis il est concerné parce que peut-être que plus tard, il aura des parents fragilisés, peut-être qu'il aura des grands-parents fragilisés, peut-être qu'il va se retrouver à être des aidants, à être aidant. On estime qu'il y a environ 500 000 personnes de moins de 18 ans qui, d'une manière ou d'une autre, sont déjà des aidants. Pour la première fois en 2015, en France, le nombre des plus de 60 ans a dépassé le nombre des moins de 20 ans. Si on remonte à 1900, par exemple, on devait être à peu près à 35% de la population française qui avait moins de 20 ans, et on était à peu près à 15% de la population française qui avait plus de 60 ans. Donc c'est vraiment une rupture, on pourrait dire, anthropologique. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de France, et plus globalement d'ailleurs, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde, où il y a un vieillissement comme ça aussi important. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé le baby boom. Pendant une trentaine d'années, il y a eu une explosion des naissances. Les premières personnes de ce baby boom sont nées en 1946. 60 ans plus tard, en 2006, elles sont arrivées à la retraite. Et il y a eu à partir de 2006 une croissance importante, supérieure du nombre de gens arrivant à la retraite. Il y a eu à peu près 180 000 personnes tous les ans en plus arrivant à la retraite. Il y aura besoin de solutions plurielles, de solutions diverses pour accueillir ces personnes. La majorité d'entre elles, pendant très longtemps, vont continuer de vivre leur vieillissement de manière plutôt sereine. Et puis, il y a une proportion, chaque année un peu plus importante en proportion, qui vont avoir des fragilités plus fortes. Les unes, des fragilités physiques, 1/3 à peu près. Les autres, des bouleversements neurologiques divers, le plus connu étant ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, 2/3 à peu près. Toutes ces personnes-là, il faudra trouver des pistes, il faudra trouver des solutions, il faudra trouver des moyens de les accueillir et de les accompagner. Les gens qui vont bien, la question de l'accompagnement sera moins importante. Mais globalement, la très très grande majorité d'entre eux voudra simplement continuer à vivre à domicile avec des services à la personne, avec des services à domicile qui seront majoritairement des services de confort. Et puis une proportion plus fragile aura besoin de services à domicile, de services de santé, de services de soins, qui la kiné, qui l'infirmière, que sais-je encore. Voilà, il y aura comme ça un certain nombre de gens qui vont venir autour. Mais ces gens-là resteront à domicile. Globalement, il y a énormément d'entreprises sur le secteur. Depuis 25 ans, ça s'est ouvert au privé. Donc il y a un certain nombre d'acteurs privés qui sont arrivés dans le secteur, qui sont venus en plus des acteurs associatifs. Mais le privé est globalement à l'origine d'une dynamique nouvelle sur ce secteur-là. Mais derrière tout ça, la question est celle à la fois de professionnaliser l'accompagnement, de trouver des organisations. Et puis, pour une proportion de ces personnes-là, l'envie, ça sera plutôt, peut-être par rapport aux craintes d'isolement ou aux réalités d'isolement, ça sera d'essayer de vivre d'une manière un petit peu plus collective. Ça peut être les résidences senior service, ça peut être pour des gens qui ont moins de revenus, les résidences autonomie qui sont liées au monde HLM, et puis ça peut être d'autres formes d'habitat collectif, de colocation générationnelle par exemple, voilà, qui restent pour l'instant assez anecdotiques. Et puis il y aura les plus fragiles. Pas oublier que les plus fragiles, par exemple, si on prend ceux qui vivent en maison de retraite médicalisée, c'est aujourd'hui 4% des plus de 65 ans. Donc c'est vraiment une minorité. Mais plus on avance en âge, c'est à peu près 10% des plus de 75 ans par exemple. Il y a 6 millions de personnes de plus de 75 ans, il y a 600 000 personnes à peu près qui vivent en maison de retraite médicalisée. Ces personnes-là, pour une grande partie, elles n'auront pas le choix. Elles auront besoin de trouver un lieu sécurisant, sécurisé et médicalisé pour les accompagner. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien
autre chose que les maisons de retraite médicalisées. Et puis, il y aura pour les gens qui n'ont pas trop de problèmes neurologiques, qui peuvent peut-être en avoir un petit peu, mais c'est encore modeste, ou des gens qui sont dans des fragilités physiques, dans certains cas, ils chercheront sans doute d'autres pistes de mode de vie. On peut imaginer, par exemple, ce qu'on appelait avant les béguinages, où vous aviez quelques maisonnées, où les gens âgés et fragiles vivent, avec souvent des salles communes, avec peut-être une seule cuisine, ce qui fait qu'on fait aussi des économies d'organisation. Et puis à côté, des familles plus jeunes, où dans les familles, il y a une ou deux personnes qui sont formées à cela, qui sont des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des infirmières, mais qui habitent sur place d'une certaine manière. Donc ils peuvent venir faire les soins, qui peuvent venir faire l'accompagnement, qui peuvent venir faire le ménage, que sais-je encore, facilement, à pied. Et puis ces personnes-là, elles vivent donc chez elles, à domicile, mais elles peuvent être un petit peu inquiètes la nuit par exemple. Le fait de savoir qu'il y a juste à côté des gens qui vivent et dont certaines personnes sont compétentes, elles se disent si jamais j'ai un problème, je peux appeler un tel que je connais bien puisqu'elle vient me voir dans la journée. Et un tel, il est prévu dans sa charge d'une certaine manière que si jamais elle est appelée, elle intervient. Mais ce qu'on peut voir, c'est que mécaniquement, avec la croissance du nombre de personnes de plus en plus âgées, mécaniquement, on aura une augmentation du besoin d'accompagnement en qualité et en quantité de ces personnes fragiles. Et puis on devra sans doute aussi s'interroger sur l'économie globale du système. L'économie globale du système, pendant très longtemps, elle a fonctionné sur les personnes elles-mêmes. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, vous payez, vous vous débrouillez, vous vous organisez. Il y a longtemps, 1900, avant 1900, jusqu'en 1950, globalement, il y avait assez peu de gens très âgés, et les gens très âgés disparaissaient assez tôt. Donc finalement, cette problématique-là était relativement peu présente dans la vie quotidienne des personnes. Ensuite, il y a eu donc cet accroissement de l'espérance de vie. Le premier qui en a parlé, qui a alerté la société, c'était Pierre Laroque. Pierre Laroque était l'inventeur technique de la sécurité sociale. 4 branches de la sécurité sociale, il disait il en manque une 5e autour de la prise en compte de la vieillesse. C'est seulement en 2020 que l'Assemblée nationale a voté le principe de la 5e branche, du 5e risque, en disant il faut réfléchir à financer à travers, par exemple, la solidarité nationale, mais peut-être aussi autrement, il faut réfléchir à financer cette situation où de plus en plus de personnes seront en fragilité en raison de leur âge. Ce qui a été décidé, en particulier au moment où après la grande crise de la canicule de 2003, c'est d'une part création d'une caisse nationale de solidarité et autonomie, la CNSA, qui est connue pour être financée par exemple sur ce qu'on appelle la journée gratuite travaillée. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais un petit peu par morceaux. Mais voilà, la société française dans son ensemble ne s'est pas mobilisée. Et d'une certaine manière, nous avons les politiques publiques liées aussi à notre capacité ou pas de mobilisation. Les politiques publiques, elles ont bien senti qu'il y avait un enjeu, mais en revanche, elles n'ont pas été tellement poussées par l'opinion publique, ni par beaucoup de politiques qui ont pris la chose en main, et du coup, elles ont fait un petit peu de rafistolage. Elles ont mis un peu de pansement, elles ont pris quelques décisions, parfois très très structurantes, mais finalement assez peu. Et encore une fois, dans les choix qui ont été faits, l'APA d'un côté, la création de la CNSA de l'autre, l'ouverture au privé pour les maisons de retraite, c'est un peu les 3 éléments. Il a fallu attendre fin 2020, lié aussi à la crise de la Covid, pour qu'une décision structurante soit faite, qui est celle d'instaurer un 5e risque. Restera ensuite à voir comment le financement de ce 5e risque va se pérenniser et va se développer. Tout ça, cette société à longévité, c'est une source extraordinaire de développement économique et je dirais même de commerce extérieur. Parce que si on est capable d'inventer un CARE à la française, si on est capable d'inventer quelque chose autour d'une logique de société à longévité, mais les autres pays, ça les intéresse diablement. Ça les intéresse de voir comment on fait, si on fait mieux qu'eux. Ça les intéresse de voir s'il y a une solution plus intéressante. Et donc, il n'est pas interdit aussi d'imaginer qu'un savoir-faire made in France sur la question de la longévité puisse intéresser d'autres pays qui sont exactement dans la même situation que nous. Pour répondre à cette transition démographique, pour répondre à cette société de la longévité, ce n'est pas un petit morceau qui va y répondre. Ce n'est pas l'État, par exemple, tout seul. L'État, il y aura besoin de lui. Ce n'est pas les collectivités toutes seules, mais il y aura besoin d'elles. Ce n'est pas le tissu associatif tout seul, mais il y aura besoin de lui. Ce n'est pas le privé tout seul, mais il y aura besoin de lui. Finalement, c'est l'ensemble de la société qui doit prendre en compte cette réalité. C'est à titre individuel chaque être humain qui est concerné. Comment il est concerné en premier ? Il est concerné tout simplement parce qu'une des manières d'y répondre, c'est de renforcer les logiques de prévention. Et logique de prévention, c'est aux collectivités, à l'État
d'agir, de communiquer, de donner envie, mais c'est aussi à chacun de se prendre en charge d'une certaine manière. Ça, c'est un enjeu majeur. Si on est capable d'améliorer tous notre prévention, on éloigne le risque de survenue d'un certain nombre de maladies, on éloigne le risque de survenue trop tôt d'un certain nombre de fragilités. C'est globalement 20% de notre situation de santé, c'est génétique, 80% c'est épigénétique, c'est-à-dire globalement c'est nous et notre environnement. Mais en tout cas, on a collectivement une responsabilité. Et chaque partie prenante de la société a une responsabilité. Dans cette société résiliente, qui est celle qui doit répondre au vieillissement, tous les acteurs ont leur place. Et rien ne se fera s'il manque un des acteurs. De la même manière, si on parle en termes de financement de tout cela, il y aura certainement besoin d'une forme de solidarité nationale. Il y a besoin de solidarité sociale. Donc il y aura derrière une logique de cotisation, une logique d'impôt. Il faudra trouver une solution pour que chacun, en fonction de ses revenus, puisse contribuer collectivement. Quel que soit le sujet, de la prévention jusqu'au financement du grand âge, il y a besoin à la fois d'un collectif et il y a besoin de décisions individuelles. Et c'est autour de cet équilibre entre les deux qui nous permettra certainement de trouver les bonnes réponses, les réponses les plus durables à une situation qui va durer, celle du vieillissement. Bref, la société et la longévité, l'air de rien, c'est notre avenir.